Voilà. Monsieur Ataïdon, comme la blague, vous avez gardé le plateau, le plat avec vous. Hein? Vous n'allez pas inviter Monsieur Marcel? Parlez, non, dites bonjour à Monsieur Marcel. Madame. On est en direct là. Pompo là. Au doux courage. Bonjour Monsieur Marcel, bonne arrivée. Bonjour, bonjour. Comment vous allez? Très bien. Alors, on vous laisse dire bonjour à nos chers amis téléspectateurs. Alors, prioritairement à mes élèves, même s'ils sont déjà en classe ou en route pour l'école. Bonjour à vous, bonjour aux enseignants et aux parents et à toute la population. Alors, Monsieur Marcel est avec nous. Avant qu'on aille au thème d'aujourd'hui, on va faire un petit review. On va faire, voilà, parce que vous avez eu, mon Dieu, tellement de messages depuis votre dernier passage de la fois dernière. Et je me suis permise d'en prendre quelques-uns que je vais vous lire directement, si vous le permettez. Alors, on a... Bonjour à vous tous. Bonjour. Je vous suis depuis la Côte d'Ivoire et je veux juste dire merci aux deux tontons qui sont passés ce matin. J'ai tout enregistré. Mon mari et moi, nous allons regarder cela et désormais voir la meilleure manière de pouvoir suivre notre enfant, pas qu'à l'école, mais également à la maison. Vraiment, monsieur, merci beaucoup de nous enseigner à devenir de meilleurs parents, des parents responsables et de comprendre que le parent, ce n'est pas seulement celui qui paye. Voilà. Ça, c'est un autre. Je vous prends un autre qui dit bonjour à vous. Quant aux valeurs, je voudrais savoir quel est le pourcentage du parent pour inculquer les valeurs que nous avons citées ce matin. Donc, vous vous souvenez, on avait le livret, on avait cité plusieurs des valeurs. Quel est le pourcentage de l'implication du parent dans la vie de l'enfant pour pouvoir, si on peut dire, établir ces valeurs-là? Vous voulez, je reprends en même temps? Oui, oui, vous en avez beaucoup, hein, des messages. Sans détour, 100% de responsabilité. Je n'aime même pas... Monsieur Marcel, s'il vous plaît, vous, un peu de votre coin, vous venez d'arriver, ça fait même pas 2 minutes. Oui, en fait, quand je dis 100%, c'est pour dire quoi? Vous voyez, quand vous prenez l'histoire de l'éducation, avant, il n'y avait pas des écoles formelles. C'est à la maison qu'on éduquait les enfants. Oui, quand on n'avait pas formalisé l'école pour dire, bon, l'État a pris cela en charge, on crée les écoles, on forme des enseignants, etc. Okay. C'est tout, on éduquait les enfants à la maison. Donc, c'est les parents qui assumaient toute la responsabilité pour que les enfants deviennent, ou sont ces enfants-là, à cette époque, sont devenus ce qu'ils devaient devenir. Mais au fur et à mesure que, disons, le tissu socio-économique se développait, eh bien, l'État a récupéré pour prendre une partie de l'éducation des enfants. C'est pour ça que l'école a été créée et l'école assume une part de responsabilité qui est l'instruction pour donner certaines compétences aux enfants. Et maintenant, il y a une autre part qui est jouée par les parents. Et donc, dans un esprit de collaboration et de complémentarité entre la maison et l'école, eh bien, l'enfant, finalement, devient ce qu'il doit devenir. Maintenant, quand je dis 100%, on peut ne pas enseigner toutes ces valeurs-là à l'école. Hein. La preuve, à l'école, dans notre école, de quelle façon on enseigne? C'est de façon théorique qu'on enseigne à l'école. Oui. Vous voyez? Oui. Et donc, c'est à la maison que le parent, très tôt, doit, avant même d'inscrire l'enfant à l'école, eh bien, il a déjà semé les bases des valeurs dont il était question. Quand on a listé certaines seulement, on a listé, c'est lui qui doit jeter les bases. Et l'école ne vient que, disons, lui montrer la partie théorique de toutes ces valeurs-là. En définissant, par exemple, ce que c'est que le travail bien fait comme une valeur, en définissant ce que c'est que l'effort, le goût de l'effort ou l'importance de l'effort, voilà, par exemple, etc. Mais tout se fait à la maison. Et c'est à la maison, c'est aux parents qu'il revient de faire asseoir véritablement. C'est pourquoi nous parlons de 100%. 100% pour dire que même si l'école n'enseigne pas ces valeurs, c'est de la responsabilité des parents de faire en sorte que leurs enfants soient porteurs des valeurs dont il faut. Et si vous voulez, un jour, eh bien, moi j'ai produit un document intitulé « Les adultes à l'école des enfants ». Et dans ce document, vous allez voir qu'il y a 3 rubriques. La première rubrique, c'est
qu'un parent doit rêver de quoi? De valeur pour ses enfants. Valeur pour ses enfants suppose que quoi? Qu'il doit assumer beaucoup de responsabilités pour faire asseoir les valeurs dans la vie de l'enfant. Il doit rêver d'éducation. Quelle est la responsabilité qu'il doit assumer pour que cet enfant ne manque pas d'éducation, que son accès au droit à l'éducation soit effectif. Et il doit rêver de santé pour son enfant. C'est les trois lourdes responsabilités que le parent doit assumer pour que l'enfant devienne ce qu'il doit devenir. Ouais. Wow. La preuve, quand il y avait Covid, on avait fermé les écoles. Qui devait faire ce qu'on appelle la continuité pédagogique. C'est la parent qui devait assumer la continuité pédagogique. Mais c'est ça, c'est pour ça que être parent, c'est vraiment une lourde responsabilité. Et il faut s'associer les services des spécialistes de l'éducation pour que ça puisse t'aider à bien assumer ta responsabilité. Parce qu'il y a certaines choses qui relèvent de la recherche-action en éducation et que tu dois connaître pour pouvoir les traduire dans la vie de ton enfant, pour que cet enfant-là soit porteur des valeurs dont il a besoin pour être un homme de réussite. Waouh. Ouais. Monsieur Massé, bonne arrivée. Merci. Alors, une autre question, que ça m'a vraiment touchée et je me suis dit, c'est vrai que depuis que vous venez, on n'a jamais abordé ce point-là. Et c'est un message qui vous vient de Monsieur Robert, qui dit bonjour à vous tous. Bonjour. J'aime particulièrement votre émission et j'aime beaucoup tout ce qu'on apprend. Je suis directeur d'école et je voudrais demander à notre invité ainsi que toujours, c'est un message de la fois dernière, comment faire par rapport à l'association des élèves eux-mêmes dans l'établissement? Quelles sont les règles à leur dicter? Non, en fait, quand il parle d'association des élèves, en fait, c'est les clubs. Dans une école, il n'y a pas d'association en tant que telle, c'est les clubs. Parce que c'est le mécanisme par lequel les élèves participent et, disons, contribuent à la résolution des problèmes de l'école. C'est à partir des clubs. Et donc, comment est-ce que le club doit être créé dans une école? Tout a été normalisé, formalisé par le ministère. Voilà, il y a des documents où on montre au chef d'établissement pourquoi c'est important, par exemple, de mettre en place un club ou des clubs. Voilà, ça peut être un seul club à multiples fonctions, mais ça peut être aussi plusieurs clubs aussi. Voilà, ça peut être juste un club en environnement pour ne gérer que les questions des éco-gestes dans l'école. Voilà, pour amener les enfants ou leurs camarades à comprendre pourquoi c'est important d'assurer la propriété de son corps, la propriété en classe, la propriété dans l'environnement scolaire et le traduire aussi dans la société parce que ces enfants-là sont membres des associations, ils sont, disons, enfants de parents, etc. Il faut qu'en venant dans votre maison, vous devez traduire ce que vous avez appris à l'école. Voilà, c'est pour ça qu'on parle de la préparation des élèves pour l'école de la vie. Vous voyez, l'école de la vie, c'est tout ce que, disons, nous vivons dans la société. Voilà, mais on l'apprend où? On l'apprend à la vie de l'école. Non, monsieur Marcel, non là. La vie de l'école, c'est tout ce que nous apprenons à partir des programmes. L'école de la vie, on l'apprend à la vie de l'école. Oui. Doucement. La vie de l'école. L'école de la vie. Oui, oui, oui. L'école de la vie. Oui. Jusque-là, on l'apprend à la vie de l'école. Oui. Chacun va faire un petit tour. Vous avez compris la phrase? Non. D'accord. Monsieur le juriste. Elias, vraiment. Si le juriste n'a pas compris. C'est pas Ça veut dire que Ouais, c'est- c'est anglais, là. Bachelin, tu as compris? Oui, j'ai compris Ah. ça. À moitié. Non, Ah. c'est-à-dire ce que l'école t'apprend. L'école de la vie Oui, s'apprend à la vie de l'école. Ce que tu apprends à l'école te sert dans la vie. Ok. D'accord. C'est-à-dire que l'école te donne les compétences dans les matières et te donne les valeurs dont tu as besoin pour être un homme complet. Les valeurs dont on a parlé et les compétences. Compétences, par exemple, en SVT, pour que tu puisses être un docteur, par exemple, un médecin. Mais sans les valeurs, tu seras un mauvais médecin. Oui, tu seras un mauvais médecin. L'école de la vie pour la vie de
Tu vas détourner les produits des patients. Tu vas mal faire le travail. Non, c'est ça. Tu vas mal faire. C'est avec les valeurs que nous travaillons, avec notre conscience, pour faire les choses dans les normes. Oui, c'est avec les valeurs. Et c'est avec, disons, les compétences en mathématiques appliquées, comprends que tu peux être un bon informaticien. Tu peux faire le cybersécurité, n'est-ce pas? Oui. Et sans les valeurs, tu vas utiliser ta compétence en informatique Pour être un quoi? hacker. Exact. Tu as trouvé le mot. Waouh. Ouais. Et c'est donc c'est l'école qui doit se donner les deux, compléter parce que les parents doivent faire aussi assumer. Hein. Parce que les parents commencent, l'école récupère après et travaille maintenant en collaboration et en complémentarité pour que et tes valeurs et tes aptitudes dans les matières te permettent de pouvoir être un enfant de réussite, un citoyen de la République. Oui, sinon, tu n'es pas citoyen de la République. Si ces valeurs-là manquent, tu n'es pas encore un citoyen de la République. Donc on comprend On doit alors, te rééduquer et reformater d'abord. lorsque par exemple il y a des... Bon, il n'y en a plus aujourd'hui, heureusement, mais lorsqu'il y a par exemple des, comment je vais dire, des marches ou des grèves et des gens se permettent de détruire le bien public. Ah, exactement. Tu as trouvé le mot. Voilà. Waouh. Ouais. Alors on a, bonjour à vous. C'est pour ça que quand nous avons organisé la conférence d'actualité, on a expliqué aux élèves ce qu'on appelle le retour sur l'investissement en matière d'éducation. Ah, j'ai dit ça ce matin. Ah, il vous a cité, ça franchement, Monsieur Marcel, sans savoir que vous seriez là, il vous a cité ce matin. C'est vous dire à quel point vous nous hantez. On quitte ici, on a ça. C'est ça. C'est ça. Le retour sur l'investissement. L'investissement, c'est dans la vie de l'enfant, c'est les compétences qu'on te donne et les valeurs qu'on fait asseoir dans ta vie. Maintenant, le retour, c'est qu'on doit te voir vivre ces valeurs du vivre ensemble et de respect des autorités, de respect des valeurs de la République, du respect des biens publics et des biens d'autrui. Ça, c'est les valeurs qui te permettent de faire ça. Or, si cela fait défaut dans ta vie, tu as beau être très compétent, mais il y aura problème dans ta collaboration et dans la responsabilité qu'on va te confier. Quand je prends un élève qui a tapé les 18, les 20, il est premier, et on fait conseil de discipline, on met sur son bulletin élève intelligent parce qu'il est le premier, mais exclu pour indiscipline. Hey. L'indiscipline ici, c'est les valeurs. Il n'est pas porteur des valeurs qui vraiment permettent de le maintenir à l'école. Il faut lui envoyer dans un camp de redressement d'abord. Malgré son intelligence. Malgré son intelligence. Donc, ce n'est pas une affaire que je suis intelligent. Il faut être équilibré, quoi. Voilà, équilibré en termes de compétences, capacités dans les matières. Et aussi que tu sois aussi porté des valeurs dont on a besoin pour que, eh bien, on puisse te confier des responsabilités. Que toi-même, tu puisses être une personne inspirante. Vous voyez, non? Il faut que tu sois inspirant à tous les niveaux. Voilà, c'est pour ça que je ne sais pas que si on vous a déjà, ou bien vous connaissez déjà l'importance, par exemple, d'expliquer aux élèves ce que symbolise le mot major. Le major, c'est le premier de la classe. Mais il n'est pas premier parce qu'il a tapé les 20, 20, 20. Il est premier parce que non seulement il a les meilleures notes, mais il est le modèle dans les comportements. Donc nous, nos majors là, Non. Non. C'est pour ça qu'à la rentrée, logiquement, ce qui devait se passer, on désigne. On dit, OK, l'administration désigne tel major. Mais les élèves, on les informe qu'après les premières évaluations, le premier de la classe devient le major. devient le major. Mais ça, c'est le critère des aptitudes dans les matières. Ça. Mais on doit le travailler pour qu'ils comprennent que tu es major, mais il faut que tu vives, ou bien voilà, toute la symbolique du mot major. Wow. Et donc, tu dois être un modèle. Tu ne dois pas, disons, être un trouble fait dans la classe. Exactement. Voilà. Tu ne dois pas développer le complexe de supériorité sur les autres parce que tu es le premier.
il y a problème. Vous voyez? Alors que ce complexe-là, quand les gens ne sont pas informés, c'est ce que nous traînons, même quand nous sommes à des niveaux de responsabilité. On développe des complexes, on trouve que les autres ne sont rien, alors que tout le monde a un potentiel. Il suffit de susciter le potentiel dans la vie de ces enfants pour que chacun puisse apporter sa contribution. Nous, à l'école, on était majeur parce qu'on faisait un peu de bruit, là. Vous faisiez un peu de... Bruit. Ah. Juste un peu. Pas un peu. Hein. Lui, là, c'était un... peu de D'abord, bruit il visitait rarement la classe. Alors, on faisait du bruit et le professeur nous mettait majeur parce que... Il se disait, ça va vous assagir. Ça allait nous assagir. Et c'était vous qui restez derrière, parce que les gaillards, les pagaillards qui sont restés derrière. Vous confirmez ou vous confirmez un peu? Non, mais nous, on était plus stratégiques. À la rentrée, on sait souvent que ceux qui restent devant, les enseignants, les professeurs pensent qu'ils sont les meilleurs. Ils sont intelligents. Et oui. Donc, nous, on reste devant. Et bon, voilà, un peu la suite de l'histoire. On ne va pas rester dessus. Parce que c'est pas le sujet. Waouh. Alors donc, quand parlons justement, parce que la question qui venait, je crois qu'elle se relie à l'explication de Major que vous nous donnez, parce que quand j'ai lu la question pour l'association, quelqu'un d'autre a envoyé un message pour dire, et qu'en est-il des élèves qui sont les délégués et qui deviennent délégués même sur le campus et qui après... Non, le délégué, c'est quoi? C'est, disons, c'est le leader. Il est le major en réalité. Le délégué, en réalité, c'est le major. Donc, c'est comme un leader. Le leader, c'est ceux qui ont des qualités de mobilisation, ont des qualités de tirer ceux qui traînent vers le haut et d'expliquer qu'ils doivent tous être des élèves avertis et que toutes les attitudes qui relèvent des élèves démoralisés, des élèves oisifs, eh bien, qu'ils abandonnent ça progressivement pour n'être que des élèves avertis, parce que l'objectif pour lequel les parents ont investi, l'État a investi, les enseignants aussi investissent, eux-mêmes ils investissent, eh bien, cet objectif doit être atteint forcément. Mais s'il y a des éléments perturbateurs, eh bien, c'est le major ou bien le délégué qui doit véritablement mobiliser sa troupe pour que vraiment l'objectif soit atteint. Ouais. Donc c'est le leader. Bonjour ma famille nectarienne, j'espère que vous allez bien. Je pense que nous allons inviter votre hôte pour une conférence sur le respect du bien public, car voilà, n'a aucun respect pour le bien public. Bonne émission à vous, c'est un message qui nous vient depuis le Bénin. Il n'y a pas de souci, hein. Je suis la secrétaire de monsieur Marcel. Moi, son assistant personnel. Quel assistant? À quoi? Moi, j'ai cité M. Marcel le matin. Là. Ah oui, c'est vrai. Pas pour un voyage. C'est qu'il voyage en comité restreint. C'est ça qui est important. Il va venir, mais il sera en comité très restreint. Très restreint, exactement. On a une question aussi qui est venue la fois dernière. Je l'ai trouvée... bon, je me suis dit, on va vous poser la question parce que vous avez le thème d'aujourd'hui à l'écran, ne vous en faites pas. Hein, la pédagogie de l'erreur... Quoi? Le statut pédagogique de l'erreur et de la faute. Nous-mêmes, depuis là, on se creuse les méninges, mais jusqu'à présent, on comprend le français, hein, mais on ne comprend pas ce que ça veut dire. Alors, bonjour à vous tous. Bonjour. Très belle émission. Merci. Je voudrais que vous demandiez à vos experts et surtout à l'expert en éducation, qu'est-ce qui fait que plusieurs écoles ont fermé alors que certaines écoles dites étrangères sur nos territoires sont là et durent depuis la nuit des temps? La fermeture d'une école peut dépendre de plusieurs facteurs. Il y a le non-respect. Le premier facteur, il peut être administratif. C'est-à-dire qu'il y a au niveau du ministère de l'enseignement primaire secondaire la cellule qui gère, ou disons la section ou la division qui gère les écoles, surtout les écoles privées. Et on a établi les normes d'une école de qualité. Donc l'école doit respecter telle norme en termes de bâtiments et autres. Mais quand vous prenez chambre-salon pour faire une école... Oh, monsieur Marcel. Il y en a. Deux chambres, salon. Mais non, mais non. Il y en a. Oui, il n'y a pas de cours. Vous voyez? Et donc, quand c'est comme ça, et la commission fait le tour
et, disons, applique les normes Les normes, ouais. à l'école et vous ne répondez pas aux normes, on vous contraint à la fermeture en attendant de trouver un cadre approprié pour faire de l'investissement. Parce que c'est le citoyen que vous formez, citoyen togolais que vous formez. Il faut que ce citoyen soit formé dans un cadre qui est à peu près égal aux autres cadres validés par l'autorité. Donc, ça, c'est la première raison. Surtout, la raison fondamentale, c'est elle. Voilà. Quand ça ne répond pas aux normes, ou alors que vous avez pris les élèves de première pour être des enseignants, ils ne sont pas passés par des écoles, on regarde le profil ou le référentiel des enseignants que vous avez recrutés, et ils ne devraient pas tenir la crête devant les enfants. On constate cela. Ça aussi, ça fait partie d'un deuxième critère au niveau du ministère. Eh bien, vous devez fermer l'école. Parce que l'école, non seulement en termes d'infrastructure ne répond, en termes d'espace ne répond pas, et en termes de profil ou du référentiel des enseignants, cela ne répond nulle part parce que vous ne voulez pas payer ce qu'il faut pour prendre des enseignants de qualité. C'est d'ailleurs pourquoi l'État fait l'effort depuis l'année passée, plutôt, ils ont réouvert les écoles normales de formation des professeurs d'école, l'enseignement appelé ENI, pour que le vivier des enseignants dont auront besoin les écoles privées puissent les recruter parmi eux. Comme ça, on a la garantie, l'État a la garantie que la qualité de l'enseignement qu'ils vont délivrer dans les écoles privées répondra aux standards internationaux et nationaux. Vous voyez? Oui, c'est ça, c'est pour ça. Voilà, l'État ne va pas pouvoir recruter tous ceux qui sont passés par les écoles de formation, mais il y aura un vivier que les privés peuvent recruter. Ça, c'est donc les deux critères véritablement fondamentaux qui peuvent expliquer la fermeture d'une école. Là, le deuxième critère, vous avez créé l'école avec des parents qui ne payent pas l'écolage, puisqu'il faut payer. Oui. Oh, monsieur Marcel. Oh, j'adore. Les parents. D'accord. Allons-y. Voilà. Donc, si le chef d'établissement ne fait pas des rentrées d'argent pour lui permettre d'assurer le fonctionnement de l'établissement, parce que pour un établissement, il y a deux investissements. Il y a les ressources pour l'investissement, donc tout ce qui est lié aux infrastructures et aux besoins matériels, et le budget aussi pour le fonctionnement. Le fonctionnement, c'est tout ce qui est lié aux charges. Donc les salaires, par exemple, la santé des enseignants, la santé, par exemple, des élèves, parce qu'il faut... Et la cantine, par exemple. Vous voyez, toutes les normes là, c'est ça. Mais oui, s'il te plaît. On a fait les choses dans le désordre et c'est maintenant qu'on est en train de réglementer, on est en train de rétablir l'ordre, comme on dirait quelqu'un, l'ordre constitutionnel dans une école, quoi. Donc, il faut que vous fassiez appel. Je peux négocier ça auprès du ministre de l'enseignement primaire secondaire pour vous. Il va vous envoyer celui qui est en charge du respect des normes d'une école de qualité. Et là, il va vous donner toutes les explications en tant qu'institution. Voilà. Mais il y a des écoles qui, il y a de cela 20 ans, étaient célèbres. Ouais. Tout le monde voulait que son enfant puisse y aller. École Montaigne, par exemple. Nous, on était tout petits, c'est on lui qui a bien cité, donc on peut citer, citons. On a en allant vers voilà, le collège, qui malheureusement à droite, là, qui, je ne donnerai pas le nom, mais bon, là, voilà. Ouais, je connais. Oui, mais qui avant, tout le monde, vous entendez, c'était des références. Il y a les monseigneurs, il y a des écoles. Il ne faut pas être surpris. Mais c'était des écoles de renom. Oui, ne sois pas surpris. Tu n'as jamais vu... Attends. Prenons même les familles. Tu n'as pas vu des familles qui ont des renoms et subitement, ils sont portés disparus. Oui, portés disparus. C'est-à-dire, on n'entend plus parler d'eux. Et pourtant, c'était des multimillionnaires qui avaient dans ces familles. Mais ils n'ont pas su maintenir le cap. Ils n'ont pas su préparer, disons, ils n'ont pas su préparer la famille pour qu'il y ait une certaine continuité dans cette notoriété qu'on a au niveau de la famille. Ça veut dire quoi? Ce qu'on rapporte à ces écoles dont tu parles, oui, c'est les écoles d'où sont sortis des gens de qualité, des personnalités, etc. Les normes étaient respectées. À un moment donné, qui sont ceux qui géraient la gouvernance de l'école? Parce qu'une école, il y a le pilotage et la gouvernance.
La gouvernance. Hein? Mais- Pilotage. Oh, mais Monsieur Marcel. c'est même chose, non? Non, La- Non. Écoutons seulement. Pilotage Et gouvernance. Oh. Le pilotage est géré par le personnel d'encadrement. Le personnel d'encadrement, c'est les inspecteurs. Et les inspecteurs, c'est l'État qui recrute les inspecteurs, le personnel, les forme pour les mettre à la disposition, pour faire le suivi des actions pédagogiques et du respect des normes. C'est leur travail. C'est pourquoi on les appelle personnel d'encadrement. Et donc, c'est eux qui assurent aussi la formation initiale, la formation continue des enseignants. Oh. Oui, c'est eux qui assurent la formation continue des enseignants parce qu'il y a toujours ce qu'on appelle les innovations pédagogiques. Et quand il y a des innovations pédagogiques, il faut qu'on fasse la mise à jour des connaissances de la manière dont un enseignant doit aujourd'hui enseigner pour que l'élève puisse réussir brillamment. Maintenant, quand on prend cette école, la norme en termes d'infrastructure, il n'y a pas de problème parce que ça, c'est immuable. Le bâtiment ne s'est pas écroulé. Bon, ou peut-être que le bâtiment aussi a des fissures sans inquiéter les parents, on ne sait jamais. Ça aussi, ça peut arriver. Voilà. Maintenant, la gouvernance, c'est la gestion des ressources de l'école. Et quand on dit ressources de l'école, il y a les ressources matérielles, il y a les ressources financières et les ressources humaines. Maintenant, il faut interroger ces ressources-là pour voir est-ce que ces ressources-là fonctionnent telles que ça doit fonctionner ou bien sont utilisées de la bonne manière comme ça se faisait au temps où ces écoles avaient leur renommée. Mais si tel n'est pas le cas, à un moment donné, le bâtiment est là et ceux qui ont pris les commandes de l'établissement à un moment donné n'ont pas su garder les critères d'excellence, n'est-ce pas? Et pour que tel que les parents étaient fiers, même l'État était fier de savoir qu'il y a une école privée qui met le paquet pour que, véritablement, pour sortir des citoyens, véritablement, sur qui on peut compter. Et ils sont allés finalement bouffer l'argent. Quand on a besoin des intrants pédagogiques, ils ne mettent pas les intrants pédagogiques et les enseignants se plaignent par ici et ils commencent par déserter l'école. Alors, les parents qui ont ces échos de la mauvaise gouvernance, de la mauvaise gestion du personnel, de la mauvaise gestion des ressources de l'école, etc., eh bien, commencent par retirer leurs enfants petit à petit, un beau matin. Vous n'avez plus d'effectifs. Comme vous n'avez pas d'effectifs, vous allez garder l'école, faire quoi? Non. Il faut utiliser les locaux pour autre chose. Mais oui, c'est ça, parce Mais c'est ça. qu'il y a une école, je tais le nom, qui aujourd'hui loue. C'est cadre. pour d'autres choses. Mais en c'est fait. ça, mais c'est Wow. ça. C'est ça. C'est ça. Oh, wow. Ouais. Et les écoles qui ont pu tenir jusqu'à aujourd'hui, c'est les écoles qui ont toujours pris les dispositions pour respecter disons, pour que la gouvernance de l'école, donc la gestion des ressources humaines, les ressources financières et les ressources humaines puissent être de qualité. C'est cela. Alors, on a bonjour le plateau. Monsieur Marcel, Bonjour. quelle formation pouvons-nous faire pour pouvoir faire le travail que vous faites aujourd'hui? Monsieur Kofi depuis Bamako. Bonne Non, question. en fait, c'est le résultat d'un parcours. Voilà, d'un parcours. Ça fait au moins 15 ans que moi, je suis dans l'éducation. Et j'ai de la passion pour la chose. Et l'élément déclencheur, c'est la passion et l'excellence. Voilà. J'ai suivi un monsieur un jour à la TVT ici. On lui a demandé, monsieur, vous avez combien d'enfants? Il dit qu'il a 2 enfants. Comme vous êtes un grand patron, vous êtes PDG d'une société, donc je préfère garder l'anonymat. Est-ce que vous avez préparé vos enfants pour prendre la relève? Il dit non. Moi, je n'ai jamais demandé à mes enfants de venir prendre la relève. Je leur ai dit, faites votre choix. Mon travail, c'est de vous accompagner. Mais ce que vous allez choisir, il faut mettre la passion et l'excellence là-dedans. Tous les enfants ont réussi. Wow. Et donc, moi, j'ai pris la passion pour l'éducation et je travaillais en étroite collaboration avec les experts dans le domaine de l'éducation depuis des années. Quand ils ont confiance quelque part, moi, je vais comme un disciple fidèle pour enregistrer tout ce qu'ils disent. Et c'est des cours qu'ils me donnent. Et quand je reçois, comme j'anime l'émission, quand je reçois des inspecteurs, donc des gens qui sont allés faire des écoles d'inspectorat, quand ils viennent au plateau, tout ce qu'ils disent, ils sont en train de me donner des cours sans le savoir. Oh, même nous ici, vous voyez comment on boit. Vous n'avez pas idée. Bon, après, j'ai créé le réseau des journalistes et puis j'ai travaillé dans une organisation internationale, parallèlement à mon travail ici. Et ça m'a fait faire le tour du monde. Et tout le temps,
en Afrique, en Asie, en Europe, pour travailler avec les experts de l'UNESCO, les experts de ci, et puis il faut lire les documents. Tu ne peux pas, disons, exceller dans un domaine si tu ne lis pas les documents. Non, ce n'est pas possible. Voilà. Il faut lire les documents, puisque toute la connaissance dans le domaine où tu veux exceller, mais la connaissance est consignée dans les documents, il faut les lire. Voilà. Et dès que vous savez qu'il y a une conférence ici, il y a telle rencontre, que ce soit nationale, surtout nationale, eh ben, ne demande pas qu'on te paye. Déplace toi-même pour aller en auditeur libre. Et tu vas aller apprendre. Mais aujourd'hui, les gens, quand on les invite, ils veulent savoir combien on va me payer. C'est ça. Ils n'ont rien compris. Ils n'ont pas compris que c'est avec l'immatériel qu'on achète le matériel. Yeah. Ils n'ont pas compris ça. C'est avec l'immatériel, c'est-à-dire la connaissance, que tu peux monnayer la connaissance aujourd'hui pour être, en tout cas, une personne qui peut inspirer, je vais dire. Et tu peux être appelé à organiser des conférences et on te paye. Oui. Et moi, j'organise des conférences, les gens me sollicitent. Hein, bon, ils me motivent, je vais dire ça comme ça. Oh, comment ça? Bonne motivation. C'est ça. Et il faut avant qu'on ne puisse aller Voilà. au thème Et ça m'a amené même jusqu'à ce que je suis aujourd'hui, disons, un écrivain des documents éducatifs. J'ai sorti 4 ouvrages. Wow. Le premier, le livret sur l'orientation scolaire et professionnelle. À l'époque, le synode n'avait pas encore sorti un seul livret sur l'orientation. Wow. Et c'est moi qui j'ai sorti ce livret. Et j'ai travaillé en collaboration avec les doctorants à l'Institut national des centres de l'éducation. Oui, c'est cela. Et je leur ai donné toutes les informations dont j'ai besoin, que j'ai pu produire. Et maintenant, ils m'ont complété par d'autres recherches. J'ai sorti le livret. Après, j'ai sorti un autre livret qu'on appelle, que j'ai intitulé Méthodologie d'organisation des sorties pédagogiques. C'est-à-dire, quand on organise les foires commerciales, les foires, et on prend les enfants, on soudoie les parents, on va déverser les enfants à la foire. Là. Ça, là, c'est la mauvaise organisation de la foire. Ça, c'est exploitation des enfants à travers la foire. Ça. Alors qu'il y a une méthodologie à adopter. Voilà, la foire, c'est l'application de ce que les enfants apprennent. Oui, je suis très bien en mathématiques. Quelles sont les applications de mathématiques au niveau des finances, au niveau de la culture, etc. etc. Donc, avant de partir, il faut demander aux enfants d'exprimer leur choix sur papier. On organise les groupes, vous négociez avec les organisateurs de la foire. Dès qu'ils arrivent, ceux qui sont intéressés par les métiers, par exemple, de finances, on les amène là-bas au stand. Ils discutent avec les spécialistes comment ils sont devenus banquiers, quel est leur parcours, etc. Ils prennent note. Et quand ils reviennent, vous traitez toutes ces informations et ça permet à l'enfant de savoir est-ce qu'ils vont confirmer ce qu'ils avaient l'intention, leur projet professionnel, ou bien ils vont infirmer. Aïe, 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 c'est autre chose. Alors, aujourd'hui, nous parlons justement du statut, mais je tiens à dire, la prochaine fois que vous invitez M. Marcel et pour vous le motiver ou bien vous le motivez, excusez-moi quand même. Le pourcentage. Vous ne me voyez pas souvent ou quoi? Monsieur Marcel a toujours un attaché-caisse et c'est moi qui attrape cet attaché-caisse-là. C'est vrai que j'aime beaucoup être discrète parce que la méthodologie de l'attrapage de l'attaché-caisse-là, je maîtrise. Mais quand même, motivez-moi aussi, sinon je laisse. Hein. Ces attachés-caisses sont très lourds. Voilà, j'ai fini de parler. Statut pédagogique de l'erreur et de la faute. Monsieur Marcel, on va laisser le grand docteur, monsieur Elias Ataï, et le grand juriste, monsieur Vignon, expliquer avant que vous ne nous donniez votre sage. Le juriste d'abord. Non, comment le juriste d'abord? Il faut respecter les juristes. Hein. Vous avez été major combien d'années? Ah, ça, j'ai été major. Le tel excellent major, allez-y. Et on est aux aînés. Allez-y. Monsieur Ataï. Oui, madame Aïcha. Quel est le statut pédagogique de l'erreur et de la faute? Oui, c'est une très bonne question. Je crois que l'erreur et la faute ont un statut pédagogique. Mais pour plus de détails, veuillons écouter attentivement Monsieur Marcel Taï. C'est mieux, non? Eh, madame. Monsieur Vignon. Comme l'a dit monsieur Ataï. Tu râles, En fait, nous avons un français communément que nous parlons chez nous à la maison. Est-ce que quelqu'un te peut même? C'est que monsieur Marcel, qui vous peut? Personne. Je crois que je vais rejoindre mes deux compères. On va vous laisser nous expliquer. Alors,
Avant que je ne monnaie pour la bonne compréhension du public le concept ou l'appellation statut pédagogique de l'erreur et de la faute, je dois préciser que cette appellation s'inscrit dans les méthodes d'éducation non violente. Méthode d'éducation Non non violente. violente. C'est-à-dire que- À l'école Oui, à l'école et à la maison. et à la maison. Bien sûr. C'est-à-dire que Donc, monsieur, vous n'êtes pas du tout pour frotter un peu les oreilles, tirer un peu les oreilles, petite taloche. quand je ne connaissais pas les méthodes, oui. Mais quand j'ai connu les méthodes, je n'ai pas besoin. C'est fort. Ouais. Pourquoi? Parce que je vous ai dit ici une fois que dans le monde entier, il n'y a que 2 catégories de chercheurs. Et chaque catégorie, c'est-à-dire il y a les chercheurs en sciences et technologies qui découvrent ce que nos yeux voient, nous courons après pour acheter. Portable, micro, tout ce que nous voyons là. Habits, chaussures, tout. C'est technologie. Ok. La deuxième catégorie de chercheurs, c'est les chercheurs en sciences de l'éducation et en sciences sociales. En sciences de l'éducation Et en en sociales. sciences sociales, ok. C'est les 2 catégories. Et chaque catégorie se pose toujours des questions. Est-ce qu'on ne peut pas faire ceci autrement? Dès qu'on découvre quelque chose, on dit ok, c'est bien, mais est-ce qu'on ne peut pas découvrir mieux? Est-ce qu'on peut pas faire autrement? Donc, c'est ça qui fait que tout le temps, ils sont en train de peaufiner les résultats des recherches, que ce soit en sciences et technologies ou bien en sciences de l'éducation. Donc, ceux de l'éducation aussi se sont posés la même question. Ils ont dit, ben, pourquoi tout le temps, pour éduquer un enfant, on est obligé de passer forcément par les méthodes violentes, par les bastonnades, les insultes. Aujourd'hui, on parle de cyberviolence parce qu'ils se vendent de prendre l'image dans une... Voilà, et puis tu balances, tu as exercé une violence, c'est ça qu'on appelle la cyberviolence. Et on s'est dit non, on va mettre cette manière de faire là au laboratoire pour voir, pour faire des combinaisons, pour voir si on ne peut pas trouver mieux. C'est là où on est allé à ce qu'on appelle éduquer autrement. Dans éduquer autrement, il fallait sortir les stratégies qui permettent d'éduquer un enfant, oui, sans forcément exercer la violence sur lui. Et on a vu que, surtout les adultes, dès que quelqu'un commet une erreur, qu'est-ce qu'on fait? On exerce tout de suite la violence comme réponse pour le ramener à la raison. Et les grands chercheurs ont dit, pédagogues, hein, voilà, ils ont dit non, on va fouiller pour voir et proposer quelque chose d'innovant. Parce que, en toute chose, il y a toujours des méthodes classiques et les méthodes innovantes. Les méthodes classiques, l'enfant fait quelque chose, tu prends le bâton, tu le chicotes. Ça, c'est classique, ça. Ok. Maintenant, méthode innovante, c'est l'application des résultats des recherches en sciences en éducation non violente. Alors, le statut pédagogique de l'erreur et de la faute, on a interrogé la faute et on s'est dit qu'en fait, les adultes, en réalité, ont tort d'appeler l'acte posé par l'enfant, de l'appeler faute, de l'appeler erreur. Je dis bien enfant. Je ne parle pas de l'adulte. Quand vous dites enfant, là, 0,18 ans. 0,18 ans? De 0 à, disons, 17, 18 ans. Avant l'âge majeur, en tout cas. D'accord. Ouais. Parce qu'à partir de l'âge majeur, tu as été suffisamment formé. Et si tu poses un acte, tu l'as posé en âme et conscience. Conscience, oui. Et oui, tu l'as posé en âme et conscience. Et il faut qu'on te sanctionne. Il faut qu'on te sanctionne. Donc, en interrogeant les actes posés par les enfants, les pédagogues se sont dit, ah, ça on ne doit pas appeler, on ne doit pas les appeler erreur ou faute. Ça s'appelle un acte perfectible. Et puis dans tout ça, c'est le juriste et le monsieur. Non, moi qui ça j'ai dit- compris. Vous avez compris? Voilà. D'accord. Oui, c'est un acte perfectible parce que l'enfant est dans le processus de socialisation et donc il ne peut pas faire les choses de façon parfaite. Il n'a pas encore les réflexes de poser des actes parfaits. Et si tel est le cas, le devoir de l'adulte, du parent, de l'éducateur,
c'est de lui montrer progressivement comment il doit faire la chose. Et donc, l'acte qu'il a posé, c'est un acte perfectible, ce n'est pas encore une erreur. Parce que si vous appelez ça erreur et faute, tout de suite, vous allez à la condamnation. Et c'est cette condamnation qui amène à le châtier immédiatement. Jusqu'à ce que même un enfant qui ne parle pas encore, il suffit seulement qu'il casse un objet que toi, en tant que parent, tu as trouvé que c'est un objet précieux. Je dis bien, c'est toi qui as trouvé que c'est un objet précieux. Tu violentes l'enfant. L'enfant a vu un jouet, il n'a pas vu un objet précieux. L'enfant n'a pas vu le feu, c'est toi qui connais le feu. L'enfant n'a pas vu le couteau, c'est toi qui connais que ça, c'est un danger sur le parcours de l'enfant. Et donc, dans quel environnement tu as mis l'enfant? Est-ce que tu as, en tant que parent, tu connais ce qu'on appelle, disons, la valeur éducative des jouets? Quand on achète, on vient se débarrasser des enfants, c'est pas ça. Hein? Oui. Alors, en Europe, c'est une prescription. Je veux que mon enfant devienne tant. Et voilà les types de jouets qu'il lui faut. Est-ce que c'est ingénieur que tu as l'intention qu'il devienne, etc. Bref, c'est ça. Donc, le statut pédagogique de l'erreur, c'est de dire que l'erreur est un motif pour amener à arranger, un motif de remédiation. Ce n'est pas un motif de punition et de sanction. C'est ça ce qu'il faut comprendre du statut pédagogique de l'erreur et de la faute. Oui, monsieur Vignon. Oui, moi j'ai une question très rapidement. Que faut-il faire quand l'enfant a par exemple 14-15 ans, qu'il approche l'âge majeur et que l'erreur se répète tout le temps? Parce que c'est là que se pose le problème. Parce que s'il fait ça une fois, on le corrige. Il fait ça une deuxième fois, on le corrige. Mais qu'est-ce qu'il faut faire dans le cas où l'erreur se répète tout le temps? Ce qu'il faut faire, c'est ce que je vous ai dit la dernière fois. C'est de faire ce qu'on appelle le suivi scolaire et l'éducation aux valeurs. Donc, tu dois instituer en famille, si tu es parent, instituer en famille, un temps où vous allez vous asseoir pour parler, pour débattre des valeurs et pour comprendre les motifs pour lesquels il y a tel acte qu'ils se sont convenus de ne pas poser, en tout cas lui à l'enfant, mais il continue de le répéter. Ça permet à l'enfant de délier la langue, ça permet à l'enfant d'expliquer. C'est pour ça qu'il faut toujours et toujours donner la parole à l'enfant, mais dans un cadre formalisé en famille. Parce que c'est là-bas où tout doit se débattre. Si tu fais un suivi à distance de ton enfant, ce n'est pas évident que la valeur que tu veux faire asseoir dans sa vie, là, qu'il change. Ce n'est pas évident. Parce que, vous voyez, pour faire asseoir de façon pérenne une valeur dans la vie d'un enfant, il faut faire de la pédagogie. Et la pédagogie commence par le cadre dont je parle là. C'est-à-dire que tu consacres, même si c'est 10-15 minutes, vous ne prenez qu'une seule valeur. Ce que tu constates que tout le temps, il fait la même chose là. Il faut en débattre. Et tu l'accompagnes avec amour à faire la chose. L'amour est là, c'est la patience qui n'est pas là. Oui, les deux, voilà. Qui dit, Sinon, l'amour même est là. Hein. Mais patience là. Oui. Il y a cet autre trillinaire. C'est ça. Donc, ces valeurs dont le parent doit être porteur, donc l'amour et la patience, c'est les deux qui vont amener l'enfant à comprendre que, franchement, ce qu'on me dit là, c'est pas bon de ce que je fais. Et, qu'est-ce que tu dis, un jour on va en parler, tu dois amener l'enfant à apprendre comment on présente des excuses aux parents et comment le parent aussi doit présenter des excuses à l'enfant. Si... Monsieur Marcel, combien de fois je vous ai appelé? Oui, 3 fois. Monsieur Marcel, Oui. 4 fois. terrain là, il est glissant. Ah, il n'est pas glissant, s'il te plaît. Le parent, Doit présenter des excuses à l'enfant si... en il sait- disant excuse-moi, Oui. ou bien en ayant un comportement d'excuse. Et le dire et le faire. Ah, monsieur Marcel. C'est les deux qui vont ensemble. Monsieur Marcel. C'est les deux qui vont ensemble. Monsieur Marcel. Moi, je me rappelle quand il y avait une discorde avec mes parents, c'est le comportement en réalité
après la discorde qui te montre que tes parents sont venus s'excuser. Ça y est, bah, on doit voilà. Mais le parent ouvrit sa bouche pour te dire, écoute Aïcha, je suis désolée pour ce que je te... Oui, parce que peut-être que le parent Parent avait sur africain. un coup de colère. Oui, parents africains, c'est pour ça qu'il faut amener les parents à l'école des parents. C'est très important. Quand tu vas à l'école des parents, tu apprends les résultats des recherches en sciences de l'éducation, en sciences sociales, en matière d'éducation des enfants. Il y a plein de documents que les experts ont produits. Il y a des expériences pratiques de la vie que certains parents qui ont fait des expériences réussies peuvent partager avec vous. C'est pour ça que la dernière fois, quand on disait que c'est important d'appartenir à une association de parents d'élèves, mais l'association de parents d'élèves, ce n'est pas seulement pour réparer les fissures dans les murs, pour dire que tel banc est gâté, coûte de l'argent. Il y a aussi que c'est des rencontres d'échange et de partage d'expériences réussies et non réussies pour que ça puisse profiter aux autres. Ça aussi, c'est une école, même si elle est informelle, c'est une école à partir de laquelle eh bien, les parents vont beaucoup apprendre. C'est de ça qu'il est question. Donc, la solution est là. Donc, si le parent n'est pas patient, comme Aïcha l'a dit, s'il ne parle pas à l'enfant avec amour, et tout le temps, c'est le langage de violence voilà, verbale qu'il utilise, non, l'enfant va se reconcilier sur lui et il va se comporter en rebelle finalement un beau matin. Et il va dire non. Quelquefois, c'est des facteurs externes qui amènent l'enfant à ne pas obéir à ce qu'on lui dit. Les facteurs externes, quand il y a discorde entre les parents, et c'est la maman qui monte les enfants contre le papa, ou bien c'est le contraire, c'est le papa qui monte l'enfant contre. Mais l'éducation de l'enfant ne peut pas se faire dans un, comment on appelle là, avec des voix discordantes. Non. Non, non, non. Il faut vous deux parler d'une seule voix. Et je me rappelle une secrétaire qui était passée ici, elle était feu pétant avec une secrétaire, et un jour j'échangeais avec elle, elle me dit que, on parlait d'éducation des parents et autres, elle dit que sa maman est, je crois, la seconde épouse de leur papa. Un jour, et elles sont trois du côté de leur maman. Un jour, la maman les a appelés, elle dit, vous là, vous, ce qui se passe entre moi et votre papa ne vous regarde pas. Vous lui devez obéissance, vous lui devez respect. Wow. Vous voyez une maman? Vous voyez ça? Mais quand le discours est le contraire de ce que la maman a posé comme acte, il faut vous attendre. Vous avez beau utiliser la méthode, l'amour là, dont nous parlons là. la patience là, je vous dis que vous n'allez pas changer grand-chose. Donc il y a plusieurs facteurs autour, quoi. Et le facteur déterminant, c'est le discours de cohérence et de concordance entre la papa et maman à l'endroit de l'enfant et dire vraiment les principes qui guident la vie. Dieu n'a pas dit je dois respecter mon parent, Dieu n'a pas dit honore ton père et ta mère à condition que. C'est pas ce que Dieu a dit. C'est absolu. Hey, Dieu a été absolu dans ce qu'il a dit. Et donc, vous, enfants... mais bien sûr. Trouvez les moyens de voir des gens qui peuvent servir disons, d'intermédiaires pour peut-être parler à papa ou bien parler à maman pour qu'ils peut-être ils reviennent à la raison, quelque chose comme ça. En tout cas, les stratégies ne manquent pas. Les stratégies ne manquent pas. Mais si ce n'est pas le cas, eh bien, ça va poser un vrai problème. C'est cela. Monsieur Marcel, vous en avez tellement que je ne sais pas. Je vais quand même vous poser certaines questions des téléspectateurs. On a voilà, monsieur Adam, il dit bonjour madame Aïcha, je veux une audience pour rencontrer monsieur Marcel. Voilà les vrais messages. Voyez-vous, la stratégie de pédagogique de la demande que vous venez de faire m'a plu. Monsieur Adam, je vous ferai signe à la fin de l'émission. Exactement. Et nous, le comité, vous dirons
comment vous pouvez faire pour rencontrer rapidement Monsieur Marcel Toyi. Ne vous en faites absolument pas. Très bien dit, très bien dit. Votre- Il faut dire que déjà sa demande est enregistrée. Voilà. Exactement. Non, 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 Elle parce va, que- elle va te traiter. Va être Oui, traité oui, efficacement. On va très bien traiter Oui. votre bien. demande. Bonjour à vous. Bonjour. Je m'enorgueillissais d'avoir toujours eu de bons rapports avec mon fils. Je ne me suis jamais douté de ce qu'il faisait dehors. Puisque avec moi, à la maison, c'est un autre comportement. Mhm. J'ai appris il n'y a pas longtemps que mon fils va jusqu'à se droguer. Mhm. Waouh. Quel est le concept dans ce cas? Nous lui avons toujours donné la liberté de parler, on a toujours discuté de tout. Que se passe-t-il? Très belle question. Très belle question. Vous savez, en éducation, il y a ce qu'on appelle les réseaux informels d'information sur l'enfant. Monsieur Marcel. Et s'il vous plaît, monsieur Jeanne, continuez avec allons. On n'en peut plus. Yo, c'est viré là. Yo, c'est viré, allons. viré. Mais il faut pas la pédagogie de l'erreur et de la photo. Oh, monsieur Les Marcel. réseaux Informels d'information. En fait, je me suis levé en même temps, sans le savoir. C'est spontané. Si hein. tu fais une confiance aveugle à ton enfant, tu as commis une erreur. L'erreur vient des parents. Mais monsieur Marcel, moi je comprends plus rien. Waouh. Non, sérieusement, là, monsieur Marcel, sans vous mentir. Waouh. Bon, on fait confiance, on ne On fait pas fait pas confiance. confiance. Non. Vous faites confiance sous réserve. Vous faites confiance Sous réserve. Sous réserve. C'est un enfant. Sous réserve Mais de si vous- confronter les informations que l'enfant te donne par rapport aux informations des réseaux informels que tu as mis autour de l'enfant. Puisque quand l'enfant quitte la maison, tu n'es pas avec lui dans la rue, à l'école, partout, n'est-ce pas? Mais on a parlé des valeurs. Si vous croyez, comme dit le papa, Ouais. aux valeurs que vous avez inculquées à votre enfant, Ouais. Oui, ce parent, par exemple, je ne suis pas sûr qu'il a institué l'éducation aux valeurs dans la maison. Je ne crois pas qu'il a institué un temps d'échange et à son absence, il ne fouille pas, déjà à partir de certain âge, il ne fouille pas la chambre de l'enfant. S'il fouille, il va avoir des indices. Il va avoir des indices. donc, mais la valeur du respect de la liberté, est-ce que ce n'est pas justement le fait de lui Bafoué. laisser sa vie privée? Oui, tu le laisses sa vie privée sous réserve que toi, tu dois mettre un dispositif de contrôle comme une caméra cachée autour de l'enfant. En fait, quand on parle de, disons, de réseau informel d'information, c'est souvent une forme de caméra cachée. Tu dois voir qui est son meilleur ami. Oui, c'est un impératif, je t'assure. C'est un impératif. Qui est son meilleur ami? Il traite avec qui? Et quand il traite là, et c'est pas toi qui seras en contact avec l'ami en question. Hein. Toi, tu payes quelqu'un. Mais oui, s'il te plaît. Réseau informel d'information. Tu payes quelqu'un. Vous comprenez le thème Babaché? Oga, il respecte you. Igwe, il respecte you. Parce que si c'est toi qui es en contact avec son meilleur ami, Ouais. il va le dire. Ouais. Mais c'est un autre, quelqu'un, ça peut être un Z-man. Tu sais que les Z-man, là, c'est des enquêteurs. Hein. Oh là là. Ah ouais. Donc, motive un Z-man, il va trouver un ami de ton enfant là. Et quelquefois, il va même le suivre sans qu'il ne se rende compte. Là où il prend la drogue, là, tu dois savoir tout ça. Et autres. Mais moi, on m'a invité une fois à Gora Senghor pour une conférence et une expérience a été partagée. C'est une famille togolaise. Ils ont 3 enfants, dont une fille. L'éducation aux valeurs, là, non, la fille a été très respectueuse. Elle est devenue ce qu'elle doit devenir. Les 2 garçons, ils sont en termes de performance à l'école, il n'y a pas de problème. Ils réussissent au bac. Les parents font partir les enfants en France. Et 6 mois après, on les appelle de venir payer 35 millions pour sortir les enfants de prison. Les enfants prenaient la drogue ici, ils ne s'étaient pas rendus compte. Wow. Donc, arrivés là-bas, là, ils sont tombés dans l'addiction, dans le degré élevé même d'ailleurs. Et comme le dispositif est très affiné en Europe, ça a facilité
qu'on mette la main sur ces 2 enfants. Ils ont payé 35 millions. Quand les enfants sont revenus, ils sont irrécupérables. Wow. Et pourtant, c'est des multimillionnaires, c'est la famille. Il n'y a que la fille finalement qui a réussi parce que les valeurs qu'on avait fait faire à soi, dit toi là, si tu sors, il faut que tu nous dises où tu veux aller parce que nous devons faire, etc. Elle a été très, très respectueuse et finalement, c'est elle seule qui a réussi. Les autres sont foutus, les 2 autres sont foutus. Et c'est une douleur pour les... Oui. Oui, bien sûr. Jusqu'à la tombe, ils vont porter cette douleur-là, cette plaie inguérissable. C'est cela. Monsieur Vignon. Oui, le réseau informel d'information. Ouais. Ce réseau-là vient après avoir constaté, après une constatation d'un fait de l'enfant, ou bien c'est systématique? Ça doit être systématique. C'est pas après avoir constaté. Parce que si tu laisses de constater d'abord, ça va être trop tard. Déjà, à partir de... Quand tu fais, même si tu fais, tu institues l'éducation aux valeurs à la maison et tu fais le suivi de l'enfant, il te donne l'impression que vraiment il suit tout. Ça n'empêche pas que tu mettes quelqu'un, voilà, sur son chemin pour le suivre et te rapporter des informations. Et si tu as 10 enfants, tu fais comment? Ah, c'est toi qui as choisi de faire des enfants. Pardon? Tu dois mettre le dispositif pour tout leur suivi. Quand tu vas 10 enfants là, tu n'as pas mis les moyens pour que tous entrent dans l'école. Exactement. Mais c'est la même chose. Bravo! Tu as choisi de faire 10. Donc tu dois assumer la responsabilité individuelle sur chaque enfant. La responsabilité individuelle et collective. Oui. Oui, il y a 2 responsabilités. Je crois Wow. que même parfois parmi eux, comme si on prend l'exemple donné par M. Marcel de ces 3 enfants-là, il y en a un quand même qui est assez responsable, qui peut même être justement celui qu'on met par rapport pour surveiller tel et pouvoir, voilà. Quoi. Je crois, parce que comme le dit M. Marcel, c'est toute une responsabilité. Une stratégie derrière. Oui. Je t'assure. Il y en a plein. Alors, on a ce message qui dit bonjour. Bonjour. Je voudrais qu'on puisse tenir compte du taux d'analphabétisation de la population. La majorité des parents d'élèves est paysanne. Actuellement, cette émission qui est en train de passer pourrait intéresser les paysans qui sont déjà au champ. Pourront-ils être au même niveau d'information que ceux qui sont en ville ou ceux qui ont accès à cette nouvelle méthode? Il faudrait aussi des manuels pédagogiques pour les parents d'élèves que nous sommes. Parce que cette histoire-là devient vraiment compliquée pour le citoyen lambda. Gangrène même. Alors, depuis Adéticopé, merci beaucoup. Merci. Merci. Vraiment, Non, avant que tu ne continues, pour que cela soit possible, ce qu'il demande là. Mais il faut que... il y a ce qu'on appelle les relations fonctionnelles dans un service, dans une télévision. je peux avoir un beignet? Pourquoi j'ai pris un? Non, je vais monnaie, vous allez comprendre, c'est simple. Vous allez Je vais monnaie. monnaie. Les relations fonctionnelles, c'est quoi? On est aujourd'hui à la télévision et il y a une émission Nectar qui traite des questions d'éducation. Nous avons une division des actualités où il y a les langues. Quelle est l'exploitation que la division des actualités fait de tout ce que vous produisez? C'est ça les relations fonctionnelles. S'ils comprennent que vous leur donnez de la matière à traiter pour que l'information soit accessible à toutes les couches selon leur statut et autres là, ils doivent prendre cette émission après. Et s'ils peuvent accéder aux personnes ressources qui ont parlé, c'est bien. Mais à défaut, ils doivent traiter cette émission pour partager les mêmes informations, en tout cas dans les 2 langues. Maintenant, la télévision est un organe du ministère de la communication, n'est-ce pas? Oui. Quelle est l'exploitation que plusieurs langues au niveau de Radio Lomé, Radio Cara, quelle est l'exploitation qu'ils font de cette émission? Il n'y a pas de relation fonctionnelle. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les divisions ou les organes, ou les organes de la communication, n'est-ce pas, travaillent de façon cloisonnée. Tant que nous n'allons pas décloisonner le fonctionnement de ces organes, voilà ce qui va se passer. On va faire des choses
qui vont rester dans les 4 murs de la télé, alors que ça pourrait être exploité par les autres organes. De la même manière, nous aussi, nous devons travailler en collaboration avec Radio Lomé, Radio Kara, la Togo Presse, etc. Mais quel est le cadre formalisé? Quel est le cadre? Quelle est la relation fonctionnelle qui a été mise en place? Et rien de tout ça. Et rien de tout ça. Et donc, la population nous observe et savent que nous faisons un travail limitatif et que ça n'atteint pas toutes les cibles. Et nous prenons déjà ici le pli pour pouvoir tout faire pour que ça touche toutes les couches. Hein. Ne vous en faites absolument pas. Ça, on prend le pli, je ne sais pas comment on va le faire. Mais dans toutes les langues? Oui, dans toutes. Pour la plupart des langues? La plupart des langues. La plupart. C'est ça. La plupart. La direction des radios rurales est sous la responsabilité du ministère de la Communication, n'est-ce pas? Oui. Alors, quel est le lien fonctionnel qui existe entre la télévision, toutes les émissions de la télévision et ces radios? Quel est le lien fonctionnel? Ça n'existe pas. Moi, je n'ai jamais vu le directeur des radios communautaires travailler ou son équipe travailler avec la télévision, avec peut-être Radio Lomé, peut-être avec Radio Kara et autres, pour que nous puissions apprendre des uns des autres et voir comment exploiter tout ce que nous produisons. Parce que c'est de la connaissance que nous produisons au profit de la population pour amener les gens à changer de paradigme. Mais tant qu'il n'y aura pas de relation fonctionnelle, mais il y aura un réel problème. Et la population va continuer de se plaindre comme ça. Et là, je pense quand même déplorer ce que nous déplorer, la personne l'a dit dans le message. Je crois que ça porte quand même du fruit parce qu'on a bonjour à vous. Je nourris le désir ardent d'inviter M. Marcel Toyi à Sokodé pour des émissions en live dans nos écoles, surtout à l'ITC Assomption. Ok. Monsieur Marcel, vous êtes formidable. Je suis Bruno Ntale. Voilà. Je le connais. Voilà, Monsieur Bruno. Merci, Monsieur Bruno. N'oubliez pas, comme vous avez dit Sokodé, Bachana et Aïcha aussi sont là. Mais Eliassou? C'est ça, erreur. Information informelle, c'est ça. Alors, bonjour à vous tous. J'ai une question. Pourquoi certains parents n'ont pas d'amour pour excuser leurs enfants? De la part de Monsieur Ernest depuis Kbalimé. Alors, bonjour, Madame, Monsieur, je vous jette des fleurs pour votre émission. Que Dieu vous bénisse. Merci. Monsieur David depuis Sotoubois, Merci, Titi Monsieur B. David. Merci. Oui, Bachana? Que c'est son ami. Jacques, dans ça, là, toi, si tu veux aller. Laisse-nous Que c'est aller. son ami. Ah, d'accord. Monsieur Jacques Eklou vous salue, Monsieur Ntale. Alors, bonjour, Nectar. Votre émission aujourd'hui est tout simplement waouh. Vous nous transmettez et l'humour et l'information. Bravo à vous. Chapeau à votre illustre invité, Monsieur Marcel. Il nous a tout simplement éblouis. C'est Madame Gisèle depuis Badou. D'ailleurs, je suis une de ses anciennes camarades de lycée. D'abord. Il s'asseyait tout juste derrière moi en classe. Madame Gisèle. Oui, captez. C'est depuis. Madame Gisèle, racontez-nous, laissez. Quelles ont été les erreurs et les situations pédagogiques de faute que M. Marcel faisait puisqu'il était juste derrière vous? Parlez, Madame Là, Gisèle. vous êtes en train de créer votre réseau d'information informelle. Madame Aïcha. Parce que nous voulons organiser une masterclass. Madame Gisèle. Même s'il y en avait, il a corrigé. Non, Bachana. Bachana, tu vas pas Pour la venir à ce petite côté, histoire hein. concernant Gisèle, Gisèle reprenait la terminale quand nous, on venait de la classe de première. Ok. Et quand je suis arrivé, je me suis lancé le défi. Moi, non seulement je ne vais pas échouer au bac, je dois être dans le carré d'as. Wow. On fait le premier trimestre. Gisèle, et donc à l'époque, notre proviseur avait institué le premier de la classe est premier et le deuxième est sous-major, n'est-ce pas? Oui. Gisèle étant première de la classe, Ok. moi j'étais le deuxième, donc j'étais le sous-major de Gisèle. Wow. C'est ça la petite histoire concernant Gisèle. Ah oui. Monsieur Marcel. Vous étiez deuxième. Alors, quelles étaient les responsabilités d'un sous-major? Non, la responsabilité d'un sous-major, c'est d'abord de faire presque ce que le major fait, parce que étant l'adjoint du major, tu appliques les instructions, les orientations que le major a données. Voilà, parce que comme ça, là, tu apprends aussi à être major un jour, à être responsable un jour. Ah, c'est ça. C'est ça? Il y a comme un soutien en fait. Ah ouais, Il c'est est ça. comme un soutien. Alors, justement, Monsieur Marcel,
Par rapport à ce papa aujourd'hui qui dit qu'il constate qu'il y a vraiment une grosse différence entre ce que l'enfant est à la maison et ce que l'enfant est au dehors, il y a beaucoup de parents qui vivent ça. Ouais. Ils vivent ça parce que très tôt, ils n'ont pas institué l'éducation aux valeurs à la maison. Ça, c'est la première raison fondamentale. Deuxième raison fondamentale, ils n'ont pas, dans les méthodes de remédiation ou quelquefois de sanctions, ils n'ont pas accompagné ça d'amour. Les enfants veulent voir des parents qui les aiment aussi. Aimer l'enfant n'est pas de faire la volonté à 100% de l'enfant. Quand ça s'impose de lui dire ceci, c'est hors de question. L'enfant, dans la pédagogie, dans l'éducation aux valeurs, le cadre que tu as créé là, il a compris, tu lui as expliqué que oui, je vais t'autoriser à faire certaines choses, mais pour d'autres choses, pour ton bien, il y a des choses que je ne vais pas te permettre. Donc quand je hausse le ton sur toi, il faut comprendre que c'est pour ton bien. Et c'est dans le cadre familial d'abord, c'est-à-dire au cours de l'éducation familiale. Dans cette petite école familiale à la maison que tu as instituée, c'est par là que tout part. Mais si cela fait défaut, eh ben, et tu parles à l'enfant à distance, tu ne t'es jamais impliqué même dans les activités de divertissement de l'enfant. Tu ne t'es jamais impliqué, tu as fait du sport avec l'enfant, tu t'es amusé avec l'enfant, tu es allé en voyage avec l'enfant, tu as causé avec lui comme des amis, etc. Le rapprochement, non, il y a un problème. Et tu n'as pas institué non plus, comme je l'ai dit la dernière fois, ce qu'on appelle le cahier média, parce que les médias se sont invités dans notre vie quotidienne. Et donc, vous demandez à l'enfant, ou vous deux vous suivez, et après vous ouvrez le débat. Et ça, quelquefois, c'est un débat contradictoire selon le niveau de l'enfant. Quelquefois, c'est un débat où, véritablement, l'enfant apprend de toi. Et tu intègres comme ça de faire asseoir les bonnes valeurs, les valeurs qui vont le promouvoir dans sa vie. Et il comprendra que tu n'es pas un parent méchant, mais tu es un parent vraiment qui l'aime. Autre chose, dans l'éducation aux valeurs, il y a l'agenda, l'ordre du jour de la séance. L'ordre du jour de la séance, le premier ordre du jour, c'est de dire à l'enfant, OK, on a passé un mois. Alors aujourd'hui, on a institué une seule séance par mois, n'est-ce pas? Premier point à l'ordre du jour, dites-moi comment vous nous trouvez, papa et maman. Est-ce que vous trouvez que nous sommes des enfants, des parents méchants? Est-ce qu'on vous aime? Qu'est-ce que vous attendez de nous et puis nous ne le faisons pas? Laissez la parole aux enfants. L'éducation aux valeurs, c'est ça, s'il vous plaît. C'est un agenda. C'est un... Mais c'est pourquoi je parle des méthodes innovantes d'éducation. Quand vous utilisez les méthodes classiques, ne vous attendez pas à ce que vos enfants deviennent ce qu'ils doivent devenir. Non, ne vous attendez pas. Les méthodes classiques ont leurs limites. Et quelquefois, ça ne marche plus avec nos enfants qui, disons, sont dans un environnement médiatique. Ils voient des choses qui méritent d'être corrigées, d'être rectifiées. Mais ça va être rectifié par qui et dans quel cadre ça va être rectifié. Wow. Donc, c'est lui qui est responsable. Hein. Ce n'est pas l'enfant. Ce que l'enfant devine, c'est lui. Hein. On évalue l'enfant à travers le parent. Quand on dit tel père, tel fils ou bien telle mère, tel fils, on doit le dire dans le bon sens. Pas dans le mauvais. Ouais, ben, oh, Livia, non. Et toi, allo et noir, et toi, Kounoa, non. Référence au ni, inspire au plénier. On va glomber. Livia. Et toi, Kobe. Et toi, Kobe. C'est ça. La question fondamentale, tu comprends en même temps. Oui. La question fondamentale, l'ego, mais trouve et noir, éducation aux valeurs. Le cadre que tu dois instituer, mais il faut un agenda. Si c'est une fois par mois, eh bien, OK. Vous vous entendez sur les points de discussion. Il ne faut pas venir discuter à bâton rompu comme ça. Non. Alors, c'est-à-dire que, supposons qu'on ne le faisait pas et on veut corriger. Donc, là où on est, on va exposer les valeurs déjà. Oui. Et puis, on dit à l'enfant, écoute, on peut se corriger. retrouve le 10 On corrige du par mois. quoi? On corrige par quoi? Par un mea culpa d'abord du parent. Qui s'en va aller demander pardon? Monsieur Marcel. Non, je donne un exemple. OK.
J'ai connu dans mes émissions, souvent, à l'époque, je voyageais beaucoup à l'intérieur pour tourner des émissions carnet scolaire et je suis tombé sur une fille qui m'a fait une confidence. Tout allait mal entre elle et la maman. Parce que le papa est décédé. Et donc, c'est la maman directrice d'école qui s'occupait de leur éducation. Et je vous dis que franchement, tout allait mal. Là, ils s'insultaient, ils faisaient des trucs. Et quand on m'a dit ça, j'ai dit OK. Je suis allé discuter avec la maman. Je dis, maman, j'ai compris que vraiment ça ne va pas entre toi et mais il n'y a pas de problème sans solution. En matière d'éducation, là, les solutions sont là. C'est les gens qui ne veulent pas aller aux solutions. Comme les gens sont des saints Thomas, ils veulent voir avant de croire. J'ai vu le bon portable, je prends l'argent pour l'acheter. J'ai vu la belle voiture, je prends l'argent pour l'acheter. Mais il y a une solution dans un document sur les recherches en éducation. Ça, là, je ne suis pas prêt à aller m'asseoir pour lire. Je ne suis pas prêt à sortir l'argent pour aller. Voilà. OK, voilà ce que tu vas faire. Je te propose une proposition très simple. Tu vas réveiller ton enfant entre 3h et 4h. Dis-lui, ma fille, c'est vrai que vraiment... Et le ton que tu dois utiliser est important, s'il te plaît. Le ton. Très bien. L'amour dont on parle là. Ça, c'est dans le ton aussi. Et demande à ta fille, dis-lui, il faut un temps vraiment, ça ne va pas. Dis-moi vraiment ce que tu me reproches. Quand elle a dit ça, donc c'est le lendemain, on m'a rapporté ça. Ils ont fait l'exercice finalement. Et la fille a tout déballé. Wow. Tu m'as fait ça. J'ai dit à maman, toi, tu ne vas pas dire à la fille ce que tu lui reproches. C'est toi tu dois encaisser. Toi, tu ne vas pas lui demander, dire, voilà. Mais c'est elle qui doit dire ce qu'elle te reproche. Et quand elle a fini de tout déballer, la maman, elle a dit, ma fille, je te demande pardon, je veux vraiment qu'on parte sur de nouvelles bases. Je dis, les deux ont coulé des larmes, ça allait remplir tonneau la nuit là. C'est émouvant. Et ils sont repartis effectivement sur de nouvelles bases. L'entente et la cordialité sont rétablies entre eux. Mais les solutions sont là. Si vous voulez les solutions, les experts en éducation sont là, ils vont vous donner des réponses. C'est pour ça que c'est au cours de, disons, des réunions des parents d'élèves, s'ils ont un bon programme, parce que si vous êtes association de parents d'élèves, votre programme c'est cotiser l'argent pour réparer les fissures et les bancs là. Ça là, vous n'avez encore rien fait, s'il vous plaît. Ça, c'est pas encore ça. Voilà, les données ont changé parce que l'école où les enfants sont confrontés à d'autres problèmes aujourd'hui qui doivent être portés et dont les solutions doivent venir des parents. Monsieur Marcel, numéro de téléphone, je vous en prie. 90 01 64 90. 90 01 64 90. 90 01 64 90. Je suis sur WhatsApp. Je préfère WhatsApp. Il faut éviter les appels parce que nous, on est très occupés pour envoyer un message WhatsApp. Voilà, simplement. 90 01 64 90. Peut-être que l'émission sera rediffusée. L'émission sera diffusée. On va travailler. Nous arrivons bientôt. Dieu vous bénisse et vous garde. J'ai plus d'autres mots à dire. Information informelle. Tout est réseau informel d'information. Monsieur Jacques, on vous a à l'œil. Je parle, je sais plus ce que je dis. Je suis traumatisée. Mais c'est pour Ça le bon côté. Voilà. Tel fils, tel fils. Telle mère. Tel fils. Ouais. Je suis à votre image. Exact.